à tous, quant à la GES, je travaille à l'agence Hollander et du climat. Je vais vous présenter la partie réglementation de ce webinaire sur les gaz fluorés. Et comme on a perdu un peu de temps, je vous propose d'y aller directement. Voilà, avec le programme des 30 minutes de présentation qui suivent. Donc on va passer par une petite remise en contexte, notamment sur l'impact des gaz fluorés sur le climat, notamment au travers de la couche d'ozone, du réchauffement climatique et de la problématique des PFAS. On passera ensuite au cadre réglementaire, donc d'abord mondial, ensuite européen et régional. Donc on s'attardera forcément sur le cadre réglementaire européen. On passera à travers les généralités de la F-Gas 3, des contrôles d'étanchéité, des interdictions de mise sur le marché, des restrictions d'utilisation, de la certification et des quotas. On enchaînera avec les dispositions à charge des exploitants d'installations contenant des gaz fluorés, ce qu'il faut faire avant d'installer, durant l'exploitation et après la fin d'utilisation. Et on terminera par les aides à l'investissement qu'on survolera rapidement. Donc initialement, les projecteurs ont été tournés vers les gaz fluorés dans le cadre de la problématique de la destruction de la couche d'ozone dans les années 70. Donc les recherches ont identifié à cette époque certaines substances comme responsables de la diminution d'ozone stratosphérique, dont les principales étaient les CFC, donc les chlorofluorocarbures, et par la suite les HCFC, les hydrochlorofluorocarbures. Toujours un problème de mon côté, voilà. À ces substances, un indice a été associé. Donc ces substances, on les appelle les substances appauvrissant la couche d'ozone, ou SAO en résumé. Donc on leur a associé un indice, donc l'indice Ozone Depletion Potential. Cet indice, il sert à mesurer le potentiel de dégradation de la couche d'ozone des substances. Ces substances, elles ont largement été utilisées, notamment dans la réfrigération, la protection incendie, l'isolation, comme agent gonflant, les aérosols soient largement utilisés. Donc, ce trou dans la couche d'ozone voilà, a des effets néfastes sur l'environnement. Donc, en effet, l'augmentation de l'exposition aux UV, ça induit des cancers, une diminution de l'immunité, aussi bien chez les végétaux que les animaux, une croissance ralentie des végétaux, etc. Donc ici sur la droite en fait, de l'image, on peut voir l'évolution de la couche d'ozone, donc en 79 en haut à gauche, et puis en 2010 en bas à droite. La bonne nouvelle, c'est que la couche d'ozone se reconstitue. La mauvaise, c'est qu'elle le fait lentement, 1 à 3% par décennie. Voilà. Les gaz fluorés sont aussi appliqués dans le réchauffement climatique, en intervenant dans le processus d'effet de serre. On ne va pas le détailler ici. Tous les gaz sont concernés. Donc, en plus des CFC et des HFC qu'on vient d'évoquer, il y a aussi des HCFC, il y a aussi les HFC, donc les hydrofluorocarbures, il y a l'hexafluorure de soufre, le SF6, et même si c'est dans une moindre mesure, les HFO, donc les hydrofluoroléophiles. L'impact des gaz dans le processus de réchauffement climatique, il est mesuré au moyen du Global Warming Potential, le GWP. Donc, qu'est-ce que c'est le GWP? C'est le potentiel de réchauffement d'un gaz par rapport à la même masse de CO2 pour une durée, qui est souvent de 100 ans. Donc voilà, il faut bien retenir ici, parce qu'il sera abordé largement par la suite, donc le Global Warming Potential des gaz. On peut peut-être donner un petit exemple pour se faire une idée du GWP. Donc, sur une installation qui contient du 500 kg de R404A, dont le GWP est de 3800, si cette installation a 5% de perte annuelle, ça représente une émission de 100 tonnes de CO2 équivalent par an. Ça fait quoi 100 tonnes de CO2 équivalent par an? Ça fait 21 fois le tour de la Terre en voiture. Donc on peut comprendre qu'au LNI, voilà, les émissions de gaz à effet de serre, elles représentent entre 2 et 3% des émissions annuelles en équivalent CO2. Les gaz fluorés, et plus particulièrement la 4e génération de réfrigérants, les HFO, sont appliqués dans la problématique des PFAS, donc les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Les HFO, ils ont été développés afin de pallier au problème d'impact des réfrigérants sur le réchauffement climatique, donc ils ont un faible GWP, mais voilà,
ils se dégradent en PFAS, notamment en TFA, etc. La problématique est quand même bien connue et tout à fait d'actualité. Les PFAS, ils sont délétères pour l'être humain. Donc, ils induisent cancer, stérilité, ils induisent des problèmes sur le développement embryonnaire et puis une toxicité générale. Ils ont aussi des effets sur tous les organismes vivants. Donc voilà, perturbation de la photosynthèse chez les végétaux et bioaccumulation le long de la chaîne alimentaire. Voilà pour le petit contexte environnement. Donc là, les impacts des gaz fluorés sur l'environnement, ils ont conduit à l'organisation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone en 1985. De celle-ci découle le protocole de Montréal, dont l'objectif en 1987 était de limiter l'utilisation des SAO. C'est le premier traité universellement ratifié, ça vaut la peine d'être noté. Et l'amendement de Kigali, en 2016, prévoit l'abandon progressif des HFC. Par leur participation au réchauffement climatique, les gaz fluorés sont aussi concernés par le protocole de Kyoto, dont l'objectif c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, protocole qui est précurseur des accords de Paris sur le climat. On va passer dans le vif du sujet avec le cadre réglementaire européen. Donc en Europe, le cadre réglementaire lié au gaz fluoré, c'est ce qu'on appelle la F-Gas 3, donc c'est la troisième version du règlement. Et le règlement actuel, c'est le règlement 2024-573. Ce règlement, il définit des règles relatives au confinement, à l'utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés. La certification et la formation, il définit aussi des règles concernant la certification et la formation des personnes physiques et morales qui interviennent sur ce type d'équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés et voilà, depuis cette nouvelle version, des solutions alternatives aussi. Il impose des conditions à la production, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Et il fixe des limites quantitatives pour la mise sur le marché des HFC. Très pratiquement, on va passer au contrôle d'étanchéité. Donc, pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, les contrôles d'étanchéité sont obligatoires à partir du moment où il y a plus de 5 tonnes équivalent CO2 d'HFC dans l'équipement ou plus d'un kilo d'HFO. Il y a des petites étoiles ici parce que les limites sont doublées lorsqu'il s'agit d'équipements hermétiquement scellés en usine. Les équipements hermétiquement scellés installés dans le résidentiel, eux, ne sont soumis au contrôle d'étanchéité qu'à partir de 3 kg de gaz fluoré, HFO, HFC. Ces contrôles d'étanchéité sont effectués par un technicien certifié pour les équipements fixes. Pour les équipements mobiles, ils sont effectués par un technicien certifié pour les camions et remorques frigorifiques et pour les unités de réfrigération, voilà, utilitaires légers, les reefers, c'est les conteneurs frigo, les wagons frigo, ce genre de choses, et par un technicien disposant d'une attestation pour les climatisations et les pompes à chaleur des véhicules utilitaires, lourds, camionnettes, engins non routiers, trains, avions, etc., et les voitures. Donc ces contrôles d'étanchéité doivent être effectués selon une périodicité fixée par le réfrigérant présent dans l'équipement. Donc pour les équipements qui contiennent entre 5 et 50 tonnes d'équivalent CO2 d'HFC ou entre 1 et 10 kg d'HFO, le contrôle doit avoir lieu tous les 12 mois. Cette périodicité, elle est relevée à 24 mois si il y a un système de détection de fuite permanent installé. Voilà, pour les équipements qui contiennent entre 50 et 500 tonnes équivalent CO2, ou entre 10 et 100 kg d'HFO, ce contrôle il doit avoir lieu tous les 6 mois ou tous les 12 mois s'il y a système de détection de fuite permanent installé. Donc système de détection de fuite, il faut qu'il soit fonctionnel forcément. Et au-delà, donc quand il y a plus de 500 tonnes équivalent CO2 d'HFC dans l'équipement ou alors plus de 100 kg d'HFO, il y a obligation d'installer un système de détection de fuite et le contrôle doit avoir lieu tous les 6 mois. Voilà, il y a quelques exceptions, mais on ne les détaillera pas ici. Donc ici, on a discuté de la périodicité des équipements qui contiennent des gaz fluorés. Voilà, les équipements qui contiennent des fluides alternatifs, donc des fluides naturels, par exemple le CO2, l'ammoniac, le propane et ce genre de choses, doivent aussi faire l'objet de contrôles d'étanchéité. Ces contrôles d'étanchéité, ils sont détaillés dans la NBN 378.4 à l'annexe D. Attention qu'actuellement,
il n'y a pas d'imposition légale sur ces obligations de contrôle. Voilà, ceci étant dit, la périodicité, elle est fixée à 12 mois pour les équipements qui contiennent entre 3 et 30 kg de fluide, à 6 mois pour les équipements qui contiennent entre 30 et 300 kg de fluide, et à 3 mois pour les équipements qui contiennent plus de 300 kg. La périodicité, elle est doublée à partir du moment où il y a un système de détection de fuite en état. Donc nous venons de discuter de la périodicité des contrôles d'étanchéité pour les équipements qui étaient installés. La F-Gas 3, elle comporte aussi un pan concernant l'interdiction de mise sur le marché de certains équipements. Donc nous allons nous pencher dans un premier temps sur les équipements de réfrigération fixe ici. On abordera dans la dia suivante les refroidisseurs ou les chillers. Voilà, rapidement, pour expliquer le tableau, la colonne de gauche, c'est le type d'équipement. La deuxième colonne, c'est le gaz concerné. La troisième colonne, c'est le GWP interdit, enfin l'interdiction concernant le GWP. La quatrième colonne, c'est la date d'entrée en vigueur de cette interdiction. Et la cinquième, c'est les quelques remarques. Donc, depuis le 1er janvier 2022, les réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial, voilà, les équipements autonomes, ne peuvent plus contenir d'HFC dont le GWP est supérieur à 150. À partir du 1er janvier 2025, ils ne pourront plus contenir aucun gaz fluoré dont le GWP est supérieur à 150. Donc pour rappel, ici, c'est l'interdiction de mise sur le marché. Tout ça est détaillé dans l'annexe 4. Ici, j'ai juste repris les équipements qui pourraient concerner les personnes qui participent à ce webinaire. Voilà, en annexe de la présentation, il y a toutes les informations et toutes les informations se retrouvent à l'annexe 4 du règlement. À partir du 1er janvier 2025, pour tous les autres équipements de réfrigération autonome, la limite est aussi fixée à 150, donc pas de gaz dont le GWP est supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site, et excepté les refroidisseurs qui seront détaillés par la suite. Depuis le 1er janvier 2020, les équipements de réfrigération ne peuvent plus contenir d'HFC avec un GWP supérieur à 2500. À partir du 1er janvier 2025, ne pourront plus contenir aucun gaz fluoré dont le GWP est supérieur à 2500, excepté si l'équipement refroidit à une température inférieure à -50. À partir du 1er janvier 2030, ces équipements ne pourront plus contenir aucun gaz avec un GWP supérieur à 150. De nouveau, il y a des exceptions pour la sécurité. Les centrales frigorifiques à usage commercial dont la puissance est supérieure à 40 kW ne peuvent plus, depuis le 1er janvier 2022, contenir d'HFC avec un GWP supérieur à 150, sauf pour le circuit primaire où là, la limite est fixée à 1500. Donc on passe maintenant aux refroidisseurs, donc fixes, les chillers, les groupes à eau glacée. Depuis le 1er janvier 2020, donc, ces équipements ne peuvent plus contenir d'HFC avec un GWP supérieur à 2500. À partir du 1er janvier 2027, les chillers avec une puissance inférieure à 12 kW ne pourront plus contenir de gaz fluoré avec un GWP supérieur à 150. À partir de cette même date, pour les chillers avec une puissance supérieure à 12 kW, plus de gaz dont le GWP est supérieur à 750. Et à partir du 1er janvier 2032, pour les chillers de petite puissance, donc inférieur à 12 kW, plus de gaz fluoré dans les circuits. Donc voilà, en parallèle à l'interdiction de mise sur le marché, voilà, qui est détaillée dans l'annexe 4 du règlement, la F-Gas, elle prévoit des restrictions d'utilisation des gaz fluorés pour la maintenance des équipements. Pour les équipements qui sont déjà en place. Voilà, depuis le 1er janvier 2020, la maintenance des équipements de réfrigération qui ont une charge supérieure à 40 tonnes équivalent CO2 se fait au moyen de gaz qui ont des GWP inférieurs à 2500. Cette date d'application est postposée jusqu'en 2030 si le fluide réfrigérant est un fluide recyclé ou régénéré. Ça vaut la peine de faire le point sur qu'est-ce qu'un fluide recyclé et régénéré. Donc un fluide recyclé, il subit une opération de nettoyage de base. Il est utilisable uniquement dans des équipements similaires à l'équipement dans lequel il a été prélevé par l'entreprise qui les a récupérés ou l'entreprise commanditaire de la récupération. Pour les fluides régénérés, donc ceux-ci subissent un retraitement jusqu'à atteindre les performances de la substance vierge et ils sont utilisables par d'autres entreprises et dans d'autres types d'équipements.
Voilà, à partir du 1er janvier 2025, tous les équipements de réfrigération devront être maintenus à l'aide de gaz dont le GEP est inférieur à 2500. Voilà, l'exception ici, elle court aussi pour ces équipements, jusqu'en 2030. À partir du 1er janvier 2026, plus de maintenance d'équipements de climatisation et de pompe à chaleur avec des HFC dont le GEP est supérieur à 2500. La limite est postposée, la date d'entrée en vigueur elle est postposée en 2032 pour les fluides recyclés et régénérés. À partir du 1er janvier 2032, plus de maintenance d'équipements de réfrigération fixe avec des HFC dont le GEP est supérieur à 750. Donc tout ça est détaillé dans l'article 13 du règlement. Donc nous avons abordé tout à l'heure l'obligation de faire appel à un technicien certifié pour les opérations. Cette certification, elle se décline actuellement, voilà, c'est pas la F-Gas 3, c'est donc la F-Gas 2, mais ce qui est toujours en place actuellement parce que la mise en œuvre de la certification F-Gas 3 n'a pas encore commencé. Donc cette certification, elle se décline en 4 catégories. La catégorie 1, pour l'installation, l'entretien, la réparation, la mise hors service, les contrôles d'étanchéité et la récupération sur tous les équipements pour toutes les quantités de fluide. La catégorie 2, pour l'installation, l'entretien, la réparation, la mise hors service, le contrôle d'étanchéité pour toutes les installations qui ont une charge inférieure à 3 kg de fluide ou 6 kg si c'est hermétiquement scellé. Et pour le contrôle d'étanchéité pour les installations avec une quantité de fluide supérieure, mais sans intervention sur les circuits frigorifiques. La catégorie 3, donc pour la récupération de fluide sur les installations dont la charge est inférieure à 3 kg, ou 6 kg si c'est hermétiquement scellé. Et la catégorie 4, uniquement pour le contrôle d'étanchéité sur tous les équipements avec toutes les quantités de fluide, mais sans intervention sur les circuits. Donc actuellement, les catégories les plus répandues, c'est 1, 2 et 4. En Wallonie, c'est principalement la 1. La nouvelle certification, donc détaillée dans la F-Gas 3 et qui sera mise en œuvre au plus tard le 12 du 3 2029, elle se détaille en 6 catégories. Donc la catégorie A1, qui est l'ancienne catégorie 1, donc pour l'installation, l'entretien, la réparation, la mise hors service, le contrôle d'étanchéité et la récupération de toutes les quantités de gaz fluoré sur tout type d'équipement et des équipements qui contiennent des hydrocarbures. Donc voilà, c'est l'ancienne catégorie 1 à laquelle on a ajouté les hydrocarbures. La catégorie A2, donc c'est l'ancienne catégorie 2 à laquelle aussi on a ajouté les hydrocarbures. La catégorie B, c'est l'équivalent de la catégorie 1, mais pour le CO2. L'ancienne catégorie 1 pour le CO2. La catégorie C, pareil, mais pour l'ammoniac. La catégorie D, donc qui concerne la récupération pour les équipements de moins de 3 kg, donc l'ancienne catégorie 3. Et la catégorie E, uniquement pour les contrôles d'étanchéité sur tous les équipements contenant des gaz fluorés, mais sans intervention sur les circuits, donc c'est l'ancienne catégorie 4. En plus de faire appel à un technicien certifié, il faut aussi, pour l'installation, la maintenance ou l'entretien, la réparation ou la mise hors service d'équipement, faire appel à une entreprise certifiée, agréée. Donc pour être agréée, cette entreprise, elle doit introduire en Wallonie une demande auprès de la WAC et elle doit respecter toute une série de choses. Donc elle doit être enregistrée auprès de la BCE. Elle doit employer du personnel titulaire d'une certification liée avec l'activité d'entreprise et en nombre suffisant pour répondre au volume d'activité escompté. L'entreprise doit aussi apporter la preuve que le personnel dispose de l'outillage et des procédures requises aux activités. Donc la demande actuellement, elle se fait via le formulaire disponible sur notre site internet awac.be. Cette demande, elle est en cours de digitalisation. Elle pourra bientôt s'opérer via la plateforme Mon Espace. On espère bientôt. Donc, l'importation et la mise sur le marché européen d'HFC est soumise à l'obtention de quotas. Donc, ces quotas, ils sont exprimés en tonnes équivalent CO2. Donc, pour une même quantité d'HFC, donc ça concerne uniquement les HFC, pour une même quantité d'HFC, plus le GWP du gaz sera élevé, plus le nombre de quotas nécessaires à sa mise sur le marché sera important. Cela étant dit, le nombre total de quotas disponibles diminue au cours du temps, comme illustré sur le graphique. La diminution, elle s'opère jusqu'à atteindre 0 en 2050.
qu'en 2050, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gaz sur le marché, ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux gaz sur le marché. Donc il restera les gaz recyclés et régénérés. Ça signifie aussi qu'au cours du temps, le prix des gaz à haut GWP risque d'évoluer à la hausse. On va aborder rapidement et très superficiellement le règlement 2024-590 qui concerne les substances approuvées sur la couche d'ozone, parce qu'il est actuellement interdit d'en mettre sur le marché et qu'il est interdit de les utiliser, sauf dans quelques utilisations critiques qui sont possibles encore jusqu'en 2040. On passe maintenant au dernier échelon, le cadre réglementaire régional. Donc, le cadre réglementaire régional, chez nous, est détaillé en deux arrêtés. Donc, l'arrêté du gouvernement wallon du 12 juillet 2007, dit AGOF Frigo, qui met en œuvre la certification. Sa principale fonction, c'est mettre en œuvre la certification, aussi bien des techniciens des entreprises, les exigences minimales pour les centres de formation et ce genre de choses. Et l'AGOE dit conditions intégrales et conditions sectorielles de la même date, du 12 juillet 2007, qui lui concerne les installations qui sont soumises à permis. Donc une installation elle est soumise à permis si elle a une puissance supérieure à 12 kW ou si elle contient plus de 3 kg de gaz fluoré. Attention que ce texte présente des problèmes d'applicabilité au HFC et au HFO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, ce qui se trouve dans le texte n'est pas applicable aux installations qui contiennent des HFC et HFO. On est en train de résoudre le problème, on espère que ce sera applicable et appliqué à partir de début 2026, mais voilà, en l'état, il y a un problème d'applicabilité avec ce texte. Donc on enchaîne avec les dispositions à charge des exploitants d'installations contenant des gaz à effet de serre fluorés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant d'installer un équipement? Donc il faut solliciter une autorisation d'exploiter. Donc soit une classe 2 si l'installation a une puissance frigorifique supérieure à 300 kW, soit une classe 3 si elle est soumise à permis, donc si elle a une puissance supérieure à 12 kW, mais inférieure à 300 kW, ou si elle contient plus de 3 kg d'agents réfrigérants fluorés. Je fais un petit rappel ou pas des classes de permis. Donc les classes 2, c'est soumis à permis d'environnement. Il y a une obligation de respecter les dispositions qui sont présentes dans les conditions sectorielles spécifiques. Attention au problème d'applicabilité qui va être discuté. Il y a une obligation aussi de respecter les conditions particulières qui sont prescrites par l'autorité compétente, souvent sur la proposition du fonctionnaire technique. Ça, il faut le respecter. La classe 3, elle, il n'y a pas de permis d'environnement, c'est juste une obligation de déclaration auprès de la commune. Il y a aussi une obligation de respecter les dispositions présentes dans les conditions intégrales spécifiques. Attention de nouveau au problème d'applicabilité, au HFC et HFO. Donc vous devez aussi faire appel à un technicien frigoriste certifié travaillant pour une entreprise agréée concernant l'installation du matériel. Il faut vérifier la conformité de l'installation, donc par rapport aux restrictions de mise sur le marché et au calendrier discuté tout à l'heure. Il y a quelques dispositions pratiques à respecter, notamment l'obligation de disposer de systèmes de détection de fluide, voilà, pour les installations qui contiennent plus de 300 kg d'HCFC, plus de 500 tonnes équivalent CO2 d'HFC ou 100 kg d'HFO. Il faut installer selon la NBN EN 378. Il faut aussi déterminer la masse nominale d'agents réfrigérants, réaliser le test de pression et apposer la plaque signalétique sur l'équipement. Durant l'exploitation de l'équipement, il faut tenir à jour le livret de bord. Donc on abordera le livret de bord par la suite. Il faut vérifier la conformité de l'installation. Donc, par rapport aux restrictions d'utilisation concernant la maintenance et le GWP des gaz qui peuvent être utilisés. Il faut faire forcément contrôler l'étanchéité de l'installation selon la périodicité prescrite et le faire par un technicien frigoriste certifié, forcément. Il faut vérifier les pertes relatives qui peuvent s'élever à un maximum 5%. Il faut faire contrôler annuellement le système de détection de fuite. Et lorsqu'une fuite apparaît sur l'équipement, il faut la faire réparer sans délai. Une fois qu'elle a été réparée, que l'équipement est de nouveau fonctionnel, il faut recontrôler l'étanchéité de celui-ci après 24 heures de fonctionnement et avant 30 jours.
ici, j'attire votre attention sur le fait que les pertes relatives de maximum 5% sont imposées par les conditions intégrales et sectorielles. Donc voilà, toujours avec le problème d'applicabilité de ce texte. Et après, lorsque l'utilisation de l'équipement est terminée, il faut le faire démanteler. Il faut récupérer le réfrigérant et les huiles contaminées dans le mois, bien conserver l'attestation et conserver au final l'ensemble des documents liés à l'équipement. Le livret de bord, qui doit accompagner l'équipement tout au long de sa vie. Donc, il est obligatoire pour tous les équipements qui sont soumis au contrôle d'étanchéité. Donc, les exploitants conservent ce document pour chaque pièce d'équipement. Il s'agit, le livret de bord, il s'agit aussi du registre. Voilà. Et il consigne les informations qui sont détaillées ici, la quantité de gaz et le type de gaz contenu dans l'équipement, la quantité et le type de gaz ajouté, la quantité de gaz récupéré, le détail de toutes les interventions sur l'équipement, l'identité de l'entreprise et l'identification du personnel qui est intervenu sur l'équipement, les dates et les résultats des contrôles d'étanchéité, et lorsque l'équipement est mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz. Donc les exploitants ils doivent conserver ces registres pendant au moins 5 ans, et les entreprises qui exécutent les activités pour le compte des exploitants, ils conservent aussi une copie des registres pendant au moins 5 ans. Ces copies de registres peuvent vous être demandées par le DPC. Donc département policier contrôle, pardon. On termine avec les aides à l'investissement. Donc ici, j'ai pas fait le tour intégral des aides, juste détaillé ce qui est apparenté à la Wallonie. Donc vous pouvez solliciter les aides auprès du SPE Économie, Emploi et Recherche, les aides UDE, donc Utilisation durable de l'énergie pour les investissements, et les aides Amureba pour les audits et les études énergétiques. Vous pouvez aussi solliciter des crédits auprès de Wallonie Entreprendre via le prêt Easy Green qui peut s'élever jusqu'à 1 million d'euros par projet, ou alors la version simplifiée, le Easy Green Online pour les projets jusqu'à 75 000 euros. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour, donc je me présente, Éric Lefebvre, je suis formateur au Centre de compétences environnement du Forum de Mons et je suis surtout spécialisé dans la certification du personnel, donc des frigoristes, catégorie 1 et catégorie 4, ainsi que la pompe à chaleur. Donc voilà, nous allons voir, avant de parler de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, les alternatives aux fluides fluorés. Mais voici le programme, avant ça. Donc, on va faire un petit historique de voir pourquoi on en est arrivé à venir aux alternatives aux fluides fluorés. On va parler des fluides naturels tels que les hydrocarbures, les dioxydes de carbone, le CO2, l'ammoniac et pourquoi pas l'eau qui est moins utilisée, mais on verra que ça peut être une solution. Avant de parler, avant de parler normalement des fluides naturels, je vais parler de la classification de sécurité des fluides réfrigérants parce que vous allez voir évidemment que les fluides fluorés avaient été inventés, créés pour éliminer les fluides qui avaient un problème de dangerosité et nous revenons à l'heure actuelle à des fluides qui ont un problème de dangerosité qui est maîtrisé, évidemment. Je reparlerai un peu de l'affluence mais Quentin a déjà parlé un peu de ça dans sa présentation, de l'affluence des quotas sur les prix des réfrigérants. Je donnerai simplement quelques petits exemples en sachant que les prix qui sont affichés sont des prix bruts et que le prix est difficile à estimer parce que c'est un peu comme les matériaux, c'est d'après le cours du jour, quoi. Ensuite, on passera à ce qui est possible de faire pour améliorer l'efficacité d'une installation. Et pour ça, il faudra que je vous parle un petit peu, pas trop de technique, mais un tout petit peu de voir ce qu'est le coefficient de performance d'une installation frigorifique, de voir quels paramètres influencent le fonctionnement d'une installation frigorifique
et de voir comment on peut essayer, enfin pas essayer, comment on peut optimiser les systèmes pour faire des économies. Et on parlera un petit peu de l'application de l'intelligence artificielle actuellement dans la gestion des installations frigorifiques. Et ensuite, j'aurai un seul slide parce que c'est un peu trop vaste pour en parler lors de cette présentation des systèmes pour récupérer la chaleur fatale, hein, donc récupérer l'énergie dans un système frigorifique. Et donc pour commencer, on va faire un petit historique et je précise pour les mauvaises langues telles que mes collègues que c'est pas moi sur la photo. Et à la naissance de la réfrigération du froid artificiel, on utilisait des fluides réfrigérants déjà, mais qui avaient de gros problèmes de dangerosité. Donc pour citer les plus couramment utilisés à l'époque, nous avions le dioxyde de carbone, le SO2, qui est utilisé dans comme gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale, pour vous donner une idée de la toxicité. On avait le chlorure de méthyle, très toxique et inflammable. Le dioxyde de carbone, qui était déjà connu à l'époque, mais qui était non commercialisé à cause de la complexité de son utilisation. Et l'ammoniac, qui a toujours existé, qui a eu des périodes où on utilisait moins et on en revient beaucoup, on verra pourquoi tout à l'heure, à cause de son non-effet sur l'environnement. Donc, tous ces fluides avaient un problème de dangerosité. Certains, c'était la toxicité. Certains, c'était l'inflammabilité. Certains, c'était les deux. Et un troisième facteur de dangerosité, c'est les facteurs de pression, hein. Donc, une installation au CO2 travaille entre 70 et 120 bars. Et donc, à l'époque, c'était difficilement gérable. Donc, si je reviens un peu sur les anciens fluides réfrigérants, pour éliminer ce facteur de dangerosité, donc les chimistes, hein, le groupe, c'est une invention belge qui a été perfectionnée par un Américain et vendue, commercialisée par la société Dupont de Nemours, pour ne pas la citer, avec l'appellation Freon. Donc c'est une marque, hein, c'est une marque Freon, c'est pas un type de réfrigérant. On avait les CFC, hein, chlorofluorocarbonés, tels que le R12, le R502, hein, qui étaient utilisés dans les applications de froid positif, froid négatif. Et pour la climatisation, c'était principalement une sous-classe, hein, donc les HCFC, qui contenaient moins de chlore et de l'hydrogène à la place, hein, du chlore. Alors, ces gaz ont effectivement, suite au protocole de Montréal, on a eu l'arrêt de production en 1995. Je parle pour les pays signataires de la charte, hein, du protocole de Montréal. De mémoire, il y a environ 200 pays qui ont signé cette charte sur 300 pays dans le monde. Et ensuite, pour parler de la Belgique, on a eu l'interdiction d'utilisation des CFC en 1998. Pour ce qui est des HFC, interdiction de la conception d'installations neuves à partir de 2000, et on a pu encore utiliser des gaz pour la maintenance des équipements, soit neufs jusqu'en 2010, mais de 2010, voilà, de 2010 à 2015, et à partir de 2015, c'était strictement interdit d'utiliser ce type de gaz, même pour la maintenance des anciens équipements. Il y a quand même des dérogations, certaines dérogations. L'Europe a donné des dérogations pour les installations qui n'ont jamais été rechargées et qui peuvent continuer à fonctionner. Mais ça, il y a des conditions que je pourrais peut-être expliquer si quelqu'un me demande une information ultérieurement. Donc, à partir de l'interdiction d'utilisation, les chimistes nous ont donc sorti des gaz qui... Oui, pardon, excusez-moi, je passe un slide. C'est juste pour rappeler l'effet néfaste, mais Quentin l'a très bien fait tout à l'heure. Donc, ces gaz qui contenaient du chlore dégradaient la couche d'ozone. Et donc, comment savoir si un gaz dégrade la couche d'ozone? Eh bien, il a un indice de potentiel de destruction qu'on appelle en anglais l'ODP ou en français le PACO, potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone. Et c'est en référence à un type de gaz qu'on utilisait couramment, le R11, qui avait 3 atomes de chlore dans sa molécule. Et donc, un gaz qui détruit, si je veux résumer l'explication, très fortement, qui dégrade très fortement l'ozone est comparé au R11 et a un indice d'ODP de 1. Et donc, pour donner 3 exemples, parce que
Évidemment, il y avait beaucoup plus de gaz que ça à l'époque. Le R12 qui était le plus couramment utilisé, dans le froid positif, les réfrigérateurs, la climatisation des voitures, les gaz propulseurs, avait un indice maximum. Le R22 qui était utilisé plutôt dans les installations industrielles ou de climatisation avait un ODP de 0,05, donc beaucoup plus faible, mais quand même existant. Et si je prends le 502, qui est un fluide réfrigérant qui était utilisé pour le froid négatif, avait un ODP de 0,3, donc faible mais pas négatif. Donc, nous avons commencé donc dans ces années-là, je les ai connues, j'ai connu la transition avec des fluides ne contenant plus de chlore. Oui, je signale que le chlore à l'état pur est dégradé par d'autres rayons ultraviolets, donc ce sont les mélanges chlorés qui ont été interdits et pas le chlore. Et donc, les chimistes nous ont sorti des fluides sans chlore, donc les hydrofluorocarbures. Alors, avec quelques exemples, le 134, le 410, le R32, le 404, qui est interdit depuis quelques années. On verra pourquoi tout à l'heure. Et je vais pas, la liste est très longue. Maintenant, on nous sort un gaz presque tous les mois, ayant des indices d'effet de serre plus faibles que l'autre. Et également, il y a beaucoup moins longtemps, des HFO, les HFO qui sont des fluides hydrofluoroolefines qui ont un effet de serre beaucoup plus faible que LHFC, mais ce sont quand même des HFC. HFO, en fait, c'est une appellation commerciale. Si j'ai bien lu les articles de Greenpeace sur Internet, et ces gaz, même s'ils ont été autorisés, l'Europe nous demande de les utiliser avec parcimonie parce qu'on a découvert, mais apparemment c'était connu, ces gaz, comment dire, ne se dégradaient pas donc dans l'atmosphère et généraient des polluants éternels qu'on appelle les PFAS. Voilà, donc si je fais un petit rappel de ce que c'est l'effet de serre, donc dans notre atmosphère, la planète maintient sa température grâce aux rayons infrarouges et certains gaz ont une molécule réverbérante dans l'atmosphère pour les rayons infrarouges. Et à partir du milieu du 19e siècle, à cause de l'industrialisation, la quantité de gaz à effet de serre qui était générée dans notre atmosphère a été plus importante que prévu. Et donc, il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre, ce qui contribue fortement au réchauffement climatique. Alors, comment sait-on qu'un gaz a un effet de serre ou pas? Les scientifiques nous ont donné un indice de potentiel de réchauffement global qui s'appelle en anglais le GWP, donc potentiel de warming global, potentiel de réchauffement global. En français, vous pouvez trouver les termes PRG, potentiel de réchauffement global ou potentiel de réchauffement planétaire, et on compare toujours alors un gaz par rapport à un gaz de référence qui est le CO2. Et donc le CO2 a un GWP de 1. En fait, si vous voyez R744, R717, R12, c'est une codification internationale. Dès qu'on utilise une substance pour faire de la réfrigération, on est obligé d'utiliser un code qui peut nous donner la contenance de la molécule, le nombre d'atomes, le type d'atome. Et donc le CO2, les frigoristes s'appellent le R744. Donc le R744 est un des gaz qui a le plus petit GWP, puisque c'est la référence. Ici, je ne parle pas dans l'unité de référence, qui doit être normalement la tonne équivalent CO2. Pour que ce soit plus flagrant, je l'ai mis en kilo équivalent CO2. Et si je prends le R134, qui est encore très fortement utilisé dans l'industrie, dans le froid commercial, on est à 1430 kg CO2. Et donc, chaque fois qu'on libère 1 kg d'R134 dans l'atmosphère en faisant une fausse manœuvre ou en ayant une fuite sur un équipement, 1430 kg, c'est la pollution que peut engendrer une voiture qui consomme 5 litres de diesel pendant 10 000 km. Donc si je prends un équipement de certification qui contient ici dans mon atelier 3 kg de gaz, eh bien, si j'ai un stagiaire qui libère la quantité totale de mon petit équipement, c'est comme si j'avais roulé avec ma voiture 30 000 km. Donc on se rend compte de l'importance des certifications du personnel qui manipule ces gaz.
Le R410, donc, qui a équipé les climatiseurs à la suppression du R22 jusqu'en 2025, on est en train de changer. C'est 2 tonnes, 2 tonnes équivalent CO2. Le R23 qui est utilisé, je crois qu'il y a des personnes qui suivent le webinaire qui travaillent chez GlaxoSmithKline ou dans l'industrie pharmaceutique, donc je connais très bien le sujet parce que j'ai travaillé chez eux pendant 7 ans en lyophilisation. On utilisait du R23, ben on est à 14 800 tonnes équivalent CO2. Je crois que c'est le gaz qui a le plus fort GWP des gaz couramment utilisés. Le R32 qui équipe les climatiseurs actuels, puisque le R410, on l'a vu dans les tableaux tout à l'heure, est interdit en 2025 dans les climatiseurs d'une contenance de moins de 3 kg, de moins de 3 kg. Donc on est passé au R32 et là, je me suis trompé, pardon, c'est 675. J'ai fait un mauvais copier-coller. C'est 675. Merci, quelqu'un me le rappelle. Mais effectivement, j'ai fait une petite erreur de copier-coller. C'est 675. Voilà. Je corrigerai la présentation avant de la diffuser. L'ammoniac, eh bien, si on regarde l'ammoniac, il est effectivement très toxique pour l'homme, donc il y a des normes de sécurité draconiennes pour l'employé, mais il est neutre au niveau de son ODP, donc la dégradation de l'ozone, et il est neutre aussi au niveau du réchauffement climatique. Alors, petit rappel, si ça vous a échappé dans les tableaux que Quentin a diffusés, au niveau des fluides fluorés, on a des grosses interdictions au-delà, égales ou au-delà de 2,5 tonnes de CO2. Et donc, pour les équipements neufs, c'est interdit depuis 2020. Et pour la maintenance et l'entretien des équipements, on ne peut plus. On a eu quelques dérogations, mais voilà, c'est fini. On ne peut plus utiliser de fluide ayant un GWP égal ou supérieur à 2,5 tonnes. Donc, par exemple, du R404 dans une installation. Il faudra récupérer le gaz qui reste dans l'installation et remettre un fluide de substitution, faire un dropping ou comment dire, j'ai oublié le terme, j'ai un petit trou de mémoire, pour remplacer ce gaz par un autre. Voilà, un rétrofit, merci, j'ai quelqu'un qui m'aide un peu. Alors, quelles sont les alternatives actuelles? Parce que c'est une discussion que nous avons eue avec un chimiste spécialisé dans les fluides alternatifs. On suppose que, comment dire, que les chimistes essayent de trouver d'autres alternatives que les fluides naturels pour des raisons évidentes de bénéfices pour leur entreprise chimique. Avant de parler des fluides alternatifs aux fluides fluorés, il faut quand même parler un peu de la classification des fluides par dangerosité. Parce que vous allez voir que tous les fluides alternatifs étaient connus évidemment depuis je veux dire, l'invention du froid, mais n'étaient pas utilisés parce qu'ils avaient aussi un facteur de dangerosité que l'on maîtrise mieux maintenant que dans les années 1800. Donc, ces fluides sont catégorisés dans la norme et le premier caractère, donc A ou B, signifie la toxicité. On va voir le tableau après. Et le chiffre nous indique le degré d'inflammabilité, le deuxième donc facteur de dangerosité. Et donc si je prends un petit tableau récapitulatif, vous voyez que des fluides qui sont donc catégorisés A1, ce sont des fluides qui sont ininflammables et qui sont non toxiques. Alors évidemment, on ne dit jamais non toxique parce que mais la toxicité est tellement faible que nous, les techniciens, on dit qu'il est non toxique. Alors il y en a beaucoup, le R134, le 410, le 48, il y en a beaucoup de non toxiques. La deuxième catégorie, j'ai mis A2 pour l'exemple, mais je n'ai trouvé qu'un seul fluide dans la liste des fournisseurs et je ne connais même pas d'utilisation pour le R152A. Ce sont les fluides A2. Et donc 2 signifie que l'inflammabilité est faible. Et c'est surtout les A2L que l'on utilise. Alors, je n'ai pas donné toute l'explication technique, mais un fluide A2L, c'est un fluide qui a une énergie, la libération de l'énergie est en dessous de 19 000 kJ par kilo lors de son inflammation, et a aussi un seuil de,
comment dire, de limite d'inflammabilité relativement grand. Et L, ça veut dire que le déplacement de la flamme est lent. De mémoire, c'est maximum de 10 centimètres par seconde, ce qui veut dire qu'il y a une dangerosité due à l'inflammabilité, mais elle est limitée. Tandis que les fluides qui sont classés A3, ben, ce sont les fluides qu'on commence à utiliser de plus en plus, comme principalement le R600A, c'est principalement dans les tout petits équipements comme le froid domestique, le R290 arrive un peu partout, aussi bien en réfrigération, les pompes à chaleur, les chillers, et certains moins connus comme le propane, le R1270. Et pour les lyophilisateurs, apparemment, ce serait le R170, l'éthane qui serait choisi par certains fabricants et le CO2 par d'autres fabricants. Ce sont des fluides très inflammables. Alors, en fluide de toxicité élevée, j'en ai relevé que un, c'est l'ammoniac, qui est non seulement un gaz toxique, mais légèrement inflammable, donc il est catégorisé B2L. Donc, je ne vais pas faire un exposé sur les fluides inflammables aujourd'hui, mais sachez que pour vendre une installation, il y a une analyse de risque à réaliser et cette analyse de risque se fait suivant la norme EN 378 qui va ou devrait vérifier certains paramètres comme l'accès des personnes, le volume du local, le fait que l'installation soit ventilée ou pas, le local soit ventilé, la salle des machines. Donc il y a il y a un petit calcul à faire, hein. Il y a des applications qui commencent à sortir où on introduit quelques données pour les petites installations et on va nous donner la quantité maximum que l'on pourra mettre dans un circuit en sachant qu'en cas de fuite, toute la quantité pourrait se répandre dans le bâtiment. Ce qui fait qu'en fluide A3, je pense notamment en pompe à chaleur, on revient à des systèmes monoblocs où tout le système se trouve à l'extérieur dans une zone protégée, bien sûr, et il n'y a pas de réfrigérant dans le circuit, c'est un fluide caloporteur qui va venir donc dans le bâtiment, ce qui évite donc en cas de fuite d'avoir la propagation du fluide inflammable dans le bâtiment. Alors au niveau des hydrocarbures, donc je vais faire un petit peu le tour, il y en a que je connais à peu près, il y en a que je connais un peu moins, comme le propène, mais je l'ai retrouvé. Vous voyez que je voulais simplement attirer votre attention sur leur faible potentiel de réchauffement climatique, hein, qui est de 3 kg équivalent CO2. Le propane qui commence à être beaucoup plus connu, qui est également à 3. Oui, donc ce sont des propanes, mais comment dire, la codification chimique, hein, 290, ben c'est de mémoire CH3, C3H8, et donc c'est bien du propane, mais les frigories s'appelleront R290. Nous avons le R600A donc, qui est surtout utilisé dans le froid domestique où il y a un très faible GWP également par rapport, hein, si on prend à l'ancien gaz qui équipait les réfrigérateurs où on était à 1430, hein, depuis 2015 on ne peut plus utiliser ce gaz et donc tous les fabricants sont partis sur le R600A depuis très longtemps, hein, mais les derniers ont eu l'obligation d'y passer en 2015. Et voilà, j'ai rajouté l'éthane, hein, parce que je m'intéresse encore un tout petit peu aux basses températures. Et donc, c'est un fluide qui pourra remplacer le R23 qui, souvenez-vous, est à plus de 14 tonnes équivalent CO2, mais évidemment avec un problème évidemment de situation, de travailler dans une situation en cas de fuite déflagrante, quoi. Voilà. Donc, les fluides hydrocarbures vont se démarquer par leur faible impact écologique, mais aussi, on n'y pense peut-être pas toujours, la haute efficacité énergétique. Donc, si je prends le cas du R290, c'est un fluide qui a une chaleur latente de vaporisation très importante et donc il est beaucoup plus efficace que d'anciens fluides frigorigènes qui étaient non inflammables. Alors voilà, quelques applications propane, hein, si vous êtes installateur, ben, vous les connaissez mieux que moi. Là, j'ai demandé l'autorisation au groupe Colreuil de mettre une photo d'une salle des machines. Donc Colreuil installe de plus en plus dans les magasins. Je ne parle pas de leur centrale de stockage où ils travaillent à l'ammoniac ou au CO2, mais dans les magasins, Colreuil est passé notamment en premier dans les magasins Bioplanète, je fais un petit peu de publicité, aux installations au propane avec donc un fluide caloporteur, hein. Donc si je prends l'exemple du premier magasin qui était installé au propane en région wallonne, c'était ici à Mons. Et donc le magasin est alimenté par une installation qui ne contient que 1,7 kg de propane.
Les chillers, hein, donc on a des chillers maintenant qui fonctionnent au propane avec de plus grosses quantités, hein, je crois que ça va dans les 30-35 kg si je ne me trompe pas. Voilà, donc on commence à voir, hein, donc de plus en plus d'installations et donc le rôle de nous, centre de formation, est aussi maintenant de devoir, nous former nous-mêmes pour, former des futurs techniciens à ces fluides inflammables et surtout sur la manipulation, hein, de ces fluides. Alors il y a le CO2, hein, qui est connu maintenant depuis une quinzaine d'années, hein, qu'on n'utilisait pas du tout avant, mais les fabricants s'y sont mis, les fabricants de matériel, se sont mis à étudier les systèmes pour qu'ils soient enfin commercialisables et maintenant on le maîtrise, hein. Donc son GWP est très faible. Il est surtout employé dans l'industrie parce que dans le petit froid commercial, les installations restent quand même plus chères qu'une installation fonctionnant avec un fluide traditionnel et on va voir que c'est les défis du CO2, hein. Donc c'est surtout le coût du système, mais qui peut être amorti, sur une courte durée et aussi la complexité du système, hein, qui fait qu'il y a des petits soucis de formation du personnel, hein, et ça commence, hein, les centres commencent à former le personnel au CO2, mais à la sortie du CO2, on devait surtout les former à l'étranger, sur cette technique, quoi. Alors, le fluide qui est utilisé de plus en plus, mais qui a toujours été utilisé bien sûr, hein, mais qui est utilisé de plus en plus dans l'industrie à cause du facteur de dangerosité, de toxicité, ben, c'est l'ammoniac, hein, qui a un GWP de 0 et donc l'avantage, c'est l'efficacité, hein, la performance de l'ammoniac par rapport à un autre fluide, la fiabilité des installations, qui sont, finalement, je ne parle pas de la régulation, hein, qui est très sophistiquée, hein, je parle de la mécanique et la durabilité, hein, puisqu'on sait que l'ammoniac, sauf contrainte, de toxicité, est un réfrigérant qui, a une pérennité, sûre et certaine. Alors il y a l'eau, certains groupes que je ne citerai pas parce que je les ai déjà signalés tout à l'heure, ont envisagé de climatiser des locaux avec de l'eau, hein. Donc, les retours que j'ai eus des essais, c'est que c'était pas encore très performant, mais ça a le mérite d'exister. Donc le principe, c'est d'avoir, un turbocompresseur qui va, heu faire chuter la pression de l'eau et donc son point d'ébullition va fortement chuter et donc l'eau est disponible partout, non toxique, elle a des bons COP. Les limites, voilà, c'est le point de congélation, mais aussi de retour que j'ai eu sur les personnes qui l'emploient, c'était aussi en saison estivale, c'était la reliquéfaction de l'eau qui posait problème et donc voilà, c'est utilisé surtout en climatisation industrielle. Alors, je reviens sur le prix des réfrigérants. Ça, ce sont en bleu les quotas d'avant la F-gaz 3, donc c'était la F-gaz 2. Hein, j'ai pas mis tous les chiffres, hein. En fait, on vient de quotas qui datent d'une période de consommation entre 2009 et 2012. On a permis jusqu'en 2015 d'utiliser les mêmes quotas en tonnes CO2 et puis vous voyez qu'ils ont revu à la baisse les quotas, hein, entre la F-gaz 2 et la F-gaz 3. Et si je prends l'exemple de 2025, on nous avait promis des quotas de 31 et là, on n'est plus qu'à 23, mais c'est surtout en 2030, hein. 2030, on était à 21% et là, nous ne sommes passés de 21% à 5,2% de quotas. Et voilà, les quotas baissent en 2050, hein, décarbonisation, ils seront à 0. Alors, les prix sont à prendre évidemment, sont des exemples parce que j'ai été chercher ça. Les fournisseurs généralement ne donnent jamais le prix parce que c'est au cours du jour et donc ce sont des prix bruts en fonction aussi de, comment dire? Du volume de la bouteille, hein, plus la quantité est grande, plus le prix diminue. Mais c'est pour donner une comparaison, hein. Le 134, donc on aura plus ou moins 160 € du kilo, ça commence à faire cher à la fuite. Le HFO donc est à beaucoup plus cher, à 228 €. Le R290, ben voilà, il a un prix attractif, 63 € du kilo et le R32 est, aussi, un prix, je vais pas dire raisonnable, hein, mais il n'est pas encore très cher parce que son GWP est inférieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, plus un gaz a un GWP élevé, ben, plus on va taper dans le quota des fournisseurs lorsqu'on va en acheter et donc
évidemment, plus son prix s'achère. Donc si j'aurais pas confirmation des gens qui disent du R23, mais j'ai été voir les prix d'un kilo de R23 qui est à 14 tonnes équivalent CO2 sur Internet, il était à peu près à 1500 € du kilo. Alors, De te couper, Eric, oui, tu m'entends? oui, oui, Juste pour te dire qu'il te reste 10 minutes. d'accord. Voilà, Alors, merci. on va travailler par hypnose. Au niveau des installations frigorifiques, donc le coût énergétique des installations frigorifiques, d'après les chiffres que j'ai pu voir, est de quand même 15% de l'énergie dans le monde. Et donc, ce qui fait qu'une installation sera performante ou pas, si je reprends un système frigorifique, hein, je vais essayer de ne pas trop traîner là-dessus, bien, on a donc dans l'évaporateur, on passe de l'état gaz liquide à l'état gazeux, on va comprimer ce gaz et dans le condenseur, on va restituer l'énergie pour reliquéfier le gaz et on va revaporiser avec un détendeur. Et donc, ce qu'on appelle le ER, c'est le ratio d'efficacité énergétique. Si je peux résumer l'explication, c'est la quantité d'énergie que l'on va pouvoir absorber par le système frigorifique par rapport à la quantité d'énergie absorbée par le système frigorifique, va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais j'ai pris les deux principaux. Je sais que s'il y a des spécialistes, ils vont me dire que j'ai vraiment donné des informations restrictives, mais voilà, je ne peux pas donner un cours complet. La température d'évaporation et la température de condensation vont jouer un très grand rôle. Et donc, si je prends une installation où on va en climatisation, on évapore à environ 10 degrés le fluide réfrigérant, on aura des bonnes performances énergétiques. Si je prends une installation, par exemple, en réfrigération, on évaporera alors plutôt vers moins 10 degrés d'évaporation, on aura des performances beaucoup moins bonnes. Et alors, si je prends du froid négatif avec une évaporation à moins 30, là, on sera carrément pas très bon en performance énergétique. Mais voilà, si on a besoin de surgeler, on ne peut pas s'en passer. Et donc, plus la température d'évaporation baisse dans un circuit, ben, plus le circuit sera non performant. La pression de condensation, idem, quand on a des températures d'air, hein, si on travaille les condenseurs à air moyennes, on aura de bonnes performances. En été, la température d'air va faire que la condensation va augmenter, les performances seront moyennes, et alors en cas de canicule, ben, on aura des performances qui sont médiocres, quoi. Voilà. Donc plus la température de condensation est élevée, moins le système sera performant. Et donc, ce qu'on appelle le TEWI, ça je dois quand même en parler, c'est le Total Warming Impact, c'est l'effet de serre, donc le réchauffement climatique, pardon, c'est l'impact sur le réchauffement climatique en sachant qu'il dépend donc des émissions directes du fluide, mais aussi l'effet indirect, c'est le fait, si je veux résumer l'explication, d'avoir une installation peu performante et donc qui va consommer beaucoup d'énergie et donc indirectement va générer des gaz à effet de serre. Et donc, quand on achète une installation ou quand un chimiste invente un fluide, il doit veiller à ce que le TEWI de l'installation du gaz soit le plus faible possible. Alors, au niveau de la réfrigération, voilà ce qui peut être mis en place, hein, pour optimiser les performances. De nouveau, hein, ce sont des informations un peu restrictives. Au niveau du compresseur, j'ai pris l'exemple, j'ai une société, j'ai mis leur logo, je fais un peu leur pub, mais ils m'ont permis d'exploiter un tableau d'une offre de prix qui était faite chez un très gros marchand de frites surgelées belge. Et voilà, en changeant de compresseur avec un système, donc je ne peux pas expliquer techniquement, mais c'est un économiseur qui peut être installé sur des compresseurs à vis par exemple ou d'autres types de compresseurs. Ils vont passer d'un COP de 1,83 à un COP de 2,5. Alors ça peut nous paraître faible comme augmentation de performance, mais sur des gigawatts d'électricité consommée, croyez-moi que l'impact sera quand même très important et donc l'économie, l'amortissement sur l'équipement sera quand même assez vite rentabilisé. On peut aussi penser à surdimensionner le condenseur, c'est ce qu'on fait dans les installations industrielles par rapport à il y a une trentaine d'années. Et donc en augmentant la taille des condenseurs, en tout cas durant la période estivale, ben, on va diminuer la température de liquéfaction. Et si on regardait un diagramme enthalpique, si on diminue d'1 degré une température de condensation, c'est environ 3% de vaporisation partielle en moins pour ceux qui connaissent la technique et donc ce sera 3% d'économie.
Voilà les défaillances qui pourraient faire que dans une installation, on ait des problèmes de température de condensation. C'est souvent des condenseurs obstrués, c'est ce que j'ai eu moi quand j'étais dépanneur, donc tous les dépanneurs peuvent confirmer. Défectuosité des ventilateurs, parce qu'il n'y a pas de maintenance correcte sur les installations, la présence d'air, des locales de machines mal ventilées, donc ça, ce sont des défaillances qui peuvent être évitées. On peut aussi, et ça se fait de plus en plus, surdimensionner l'évaporateur, en sachant que cela fera, si je veux de nouveau résumer l'explication, l'échange sera meilleur, donc on va pouvoir augmenter les températures d'évaporation et idem, 1 degré de température d'évaporation, c'est 3% de performance. Donc les systèmes maintenant vont, la nuit par exemple, dans les supermarchés, les systèmes vont ralentir la vitesse des compresseurs en essayant de maintenir la température dans tous les meubles et en ralentissant le volume aspiré, on va augmenter la température d'évaporation et c'est à chaque fois 3% de performance en plus. Alors, les défaillances qui pourraient faire chuter une température d'évaporation, j'ai essayé de résumer, c'est une accumulation de givre, l'encrassement, les filtres, l'obstruction de passage de l'air, défectuosité du ventilateur, mauvais réglage des organes de détente ou carrément un manque de fluide frigorigène. On peut aussi apporter plus d'efficacité au système de dégivrage des installations parce que c'est très énergivore. On travaille principalement dans le froid commercial en tout cas avec des dégivrages électriques, mais avec des séquenceurs qui ne vont pas regarder s'il y a beaucoup de givre ou pas sur l'installation et qui feront un dégivrage systématiquement. Mais il existe maintenant des automates qui vont faire des dégivrages adaptatifs à l'aide d'algorithmes, et donc ne vont générer des dégivrages que si c'est nécessaire. Donc ça, ce sera beaucoup plus économique. Et on peut aussi remplacer, ça se fait beaucoup dans l'industrie, peu dans le froid commercial parce que c'est un peu plus compliqué techniquement, mais au lieu de dégivrer par résistance électrique, on peut le faire par gaz chaud. Et donc c'est le compresseur qui va injecter son gaz chaud dans l'évaporateur, on ne sera pas obligé d'utiliser de résistance électrique, ce sera beaucoup plus économique. Alors, on peut optimaliser le matériel en remplaçant d'anciens équipements par du plus récent. Je parle notamment des ventilateurs, les anciens ventilateurs qui peuvent être remplacés par des ventilateurs plus économiques, des détendeurs thermostatiques, j'en ai encore vu beaucoup, même sur de grosses installations industrielles, qui peuvent être remplacés par des modèles plus performants, et des variateurs de vitesse pour les compresseurs pour la régulation de puissance, plutôt que les anciens régulateurs de puissance. Alors, la régulation, évidemment, on va mettre en place une régulation beaucoup plus performante que ce qu'il y avait à l'époque, ce qui va nous permettre de générer une maintenance non plus préventive, mais prédictive. Donc, je vais en parler juste un petit peu après, mais c'est un sujet très long et que je ne maîtrise pas encore forcément. C'est que la maintenance prédictive va utiliser donc l'intelligence artificielle pour analyser tous les paramètres de l'installation et elle va arriver à détecter donc des défaillances dans le système et à prévenir l'exploitant ou la société d'exploitation de défaillances futures, plutôt que d'attendre et de faire de la maintenance curative ou prédictive, de remplacer systématiquement des pièces alors qu'elles sont peut-être encore fonctionnelles. Donc, voilà. Donc, je prends quelques exemples, défaut de charge, surcharge, défaillance d'échangeurs. Donc, ces algorithmes vont arriver à prévenir en temps réel, alors que généralement, quand on fait de la maintenance prédictive ou curative, c'est uniquement 1 ou 2 fois par an, par exemple. Voilà. Donc, ça va permettre une meilleure planification des opérations de maintenance et surtout, de faire des économies significatives en ne travaillant pas avec des équipements qui sont défaillants et aussi de pérenniser l'installation. On n'y pense pas très souvent, mais le fait d'avoir une installation qui fonctionne bien, elle fonctionnera plus longtemps. Donc, si je veux faire une petite conclusion, lors de la conception et la fabrication du système, il en va quand même de la responsabilité du concepteur et du fabricant. Pour l'installation, il y va de faire ça dans les règles et là, c'est surtout de la responsabilité de l'installateur. L'exploitant ne connaît peut-être pas forcément les normes, mais lors de l'utilisation, ce sera l'exploitant qui sera responsable. Donc, on l'a vu tantôt, des contrôles sur les fluides réfrigérants, mais aussi des contrôles techniques sur son installation.
Et donc, je vais terminer, mais c'est juste un slide parce que c'est un sujet un peu vaste, hein. C'est que on le fait de plus en plus, mais moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant une petite dizaine d'années où il n'y avait aucune gestion de la chaleur fatale. Et il est possible, évidemment, avec certains fluides, principalement comme le CO2 ou l'ammoniac, de faire une récupération de chaleur pour chauffer de l'eau chaude sanitaire ou des bâtiments, parce que ces fluides ont des températures de refoulement très importantes, mais naturelles. Alors que si je prends du R134, on est plutôt dans les 40-50 degrés, c'est difficile de valoriser cette énergie. Mais si on refoule à des températures supérieures à 100 degrés, ben on sait générer de l'eau chaude sanitaire, voire évidemment, comme on le fait avec le CO2 dans tous les supermarchés actuellement, de chauffer l'entièreté du bâtiment avec la récupération d'énergie. Alors, petit rappel aux exploitants, c'est quand même mieux de contacter des installations qui sont agréées en technique du froid. Vous avez la liste de ces entreprises qui est disponible par province sur le site de l'AWAC ou sur le site de Frixis. Donc Frixis, c'est une association royale belge du froid et du conditionnement d'air. Vous pouvez, je vous conseille d'y adhérer parce que vous avez toutes les informations sur la réglementation en temps réel. Ils organisent des conférences. Et vous êtes abonné à des revues systématiquement. Donc elle s'appelle Frixis, anciennement UBFAK. Et que vous soyez installateur, fabricant ou même exploitant, vous avez la possibilité de vous faire membre de cette association. Je vous remercie de votre attention.